Merci à tous d'être nombreux pour ce deuxième webinaire autour du projet Mythes et Maths. Donc, je suis Nicolas Nédélec, je participe à la revue La Grande Oreille et je coordonne le projet Mythes et Maths après un autre projet européen qui s'appelle Seeds of Tellers, que sans doute certains d'entre vous connaissent. Alors, Mythes et Maths est un projet Erasmus+, qui rassemble deux écoles, une école en Bulgarie, une en Espagne, un institut de recherche et d'éducation en mathématiques à Lyon et la revue La Grande Oreille, ainsi que le COA, qui est le collectif Oralité Auvergne, conteurs et conteuses qui travaillent autour du conte. Hum, L'objectif de Mythémat, qui est un projet d'assez long terme, puisqu'il a commencé en début 2024 et va se terminer, en tout cas dans sa phase active, au mois de mars 2026, c'est de proposer des outils aux enseignants pour faire des liens. En fait, le projet, c'est de créer des liens entre les mathématiques et les comptes pour proposer une autre manière d'envisager les mathématiques aux enseignants. C'est une manière d'explorer les mathématiques autrement. Le sous-titre du projet, c'est ressentir, imaginer et partager pour mieux comprendre. Et on a donné une place importante justement à l'imagination, mais à une imagination qui est reliée à la sensibilité au monde dans ce projet-là. Vous avez peut-être déjà découvert le site. Je fais juste un rappel rapide sur son fonctionnement. Il y a trois manières différentes d'accéder au site et aux ressources de ce projet. L'une par des notions mathématiques elles-mêmes, qui sont reliées à des comptes. L'autre évoque plus la démarche mathématique et ses particularités. Justement, avec Christian, on regardera ce qui fait le propre de cette démarche mathématique, des éléments de cette démarche mathématique lors de nos échanges. Et puis, bien sûr, partager, c'est aussi raconter une histoire, c'est aussi mettre un raisonnement mathématique en œuvre ou dérouler une preuve, etc. Alors, je suis aussi très, très, très heureux d'être avec Christian. Merci Christian en tout cas d'avoir rejoint ce projet. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi et avec ton équipe. Donc toi Christian, tu es mathématicien et professeur de didactique de mathématiques à l'université Claude Bernard. Et première question pour toi, donc est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours de mathématicien et nous parler de ton équipe de maths qui apporte tant de choses à ce projet? Ben, merci bien Nicolas. Effectivement, je suis mathématicien. J'ai fait une thèse en mathématiques, en physique mathématique. Et puis ça c'était j'ai fait ma thèse. Enfin, je suis normalien. J'ai fait l'École normale supérieure de Paris. Après, j'ai fait une thèse à Strasbourg. Et après, j'ai fait différents postdocs. Et puis j'ai eu un à l'étranger. Et puis j'ai eu un poste de maths de conf à Montpellier. Et finalement, maintenant, bah, je suis professeur de didactique des mathématiques ici à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Et, euh, et j'ai eu la très grande chance de co-diriger avec Étienne Gis la thèse de Marie L'Huissier, qui est une mathématicienne et qui est devenue conteuse aussi, conteuse mathématicienne. Il y a tout un microcosme tout à fait intéressant autour de la popularisation des mathématiques et j'ai fait la rencontre aussi d'autres conteuses comme Cécile Chauvet, qui est Laurence Chenoux, et puis Sylvie Taurillac, qui sont Sylvie et Cécile sont des formatrices dans le primaire, et Laurence est enseignante dans le secondaire et conteuse. Elle est enseignante de mathématiques dans le secondaire et conteuse. Euh, voilà, je suis très intéressé par euh, la modélisation de manière générale, c'est-à-dire essayer de comprendre les mathématiques non pas comme une discipline scolaire de sélection, mais comme un outil d'appréhension du réel et, euh, euh, et, et qui nous permet de comprendre le monde qui est autour de nous, c'est-à-dire de créer une histoire, de raconter le monde, d'être capable de l'observer, de l'objectiver de se le mettre dans la tête, quoi, d'être capable d'en avoir une représentation.
qui soit fidèle et qui soit intéressante, objective, qu'on puisse partager avec d'autres, qui soit reliée à quelque chose d'un peu universel aussi, c'est-à-dire que la notion de comparaison et de vérité est quand même très présente dans la science par rapport au conte, hein, c'est une petite différence. Voilà à peu près ce que je peux dire en introduction. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, j'ai l'impression que ce que tu as commencé à décrire là n'est pas forcément on verra avec les questions aussi tout à l'heure des personnes qui participent au webinaire, mais on n'a pas l'impression que ce soit l'image que les gens se font souvent des mathématiques. On sait qu'en France, le niveau des mathématiques n'est pas forcément très bon. D'un autre côté, il y a d'excellents mathématiciens. On a aussi une école formidable de mathématiques et Et sans de doute mathématicienne, hein. et de mathématiciennes, bien sûr. Et donc, il y a sans doute un biais dans la représentation que les gens ont des mathématiques, et cela évidemment joue contre les mathématiques. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce biais ou de cette dissonance qu'il y a entre cette manière que tu as de parler déjà des mathématiques de façon passionnée et la perception que les gens peuvent en avoir? C'est sûr qu'en tant que mathématicien, moi, je suis guidé par le plaisir de faire des mathématiques. C'est quand même vraiment quelque chose qui m'habite et que j'essaye de faire partager dans mes enseignements. Euh, et, euh, et je comprends que pour certains, ça n'est pas un plaisir de faire des mathématiques. Ils ne réussissent pas à se connecter avec ce plaisir de la découverte, de l'effort que la mathématique demande. Pourtant, moi, donc dans ma pratique de mathématicien, je vis les mathématiques certes comme universelles et rigoureuses, mais Mhm. aussi comme émotionnelles, engagées. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait en groupe, quoi. C'est social, les mathématiques. L'image sociale des mathématiques, bah, c'est la rigueur, c'est froid et c'est un outil de sélection scolaire. En particulier, on minore souvent l'aspect créativité. D'ailleurs, on avait un petit slide là-dessus, des Oui, petites. oui, Ouais. justement, Ouais, j'allais te le très bien. proposer, voilà. Donc, Alors, ouais, super. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le diamant de la créativité qu'un de mes précédents. Qu'un de mes thésards, Pedro Lealdino Filho, a fait. Donc, quand il a travaillé sur la créativité en mathématiques. Donc, on, on- on- dans le grand public, on confond souvent la mathématique avec juste ce petit bout de convergence, c'est-à-dire de réussir à traduire une idée qu'on peut avoir dans la tête dans ce langage très formel que sont les mathématiques. Et puis ensuite, la publication, c'est-à-dire maîtresse, voilà, j'ai fini mon calcul, je montre, pour faire cette vérification. Et c'est juste le petit bout de tout ce diamant de créativité, mais derrière, en fait, on sous-estime souvent le travail de préparation, d'incubation, et ce moment aha, ça c'est sûr que on en parle souvent, mais comme quelque chose de très mystérieux et auquel le commun des mortels ne peut pas se connecter. alors, Or, on peut se connecter à ce moment d'illumination, de trouver un- quelque chose un nouveau, un- quelque chose de nouveau, quoi, et d'étonnant. est-ce Ouais, que tu pourrais, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette part créative des mathématiques et de la démarche mathématique, et justement, un des objectifs du projet, c'est de clarifier par les comptes ou donner des exemples par les comptes du propre de la démarche mathématique. Mais dans ce diamant-là, de la créativité en mathématiques, est-ce que tu pourrais juste, en quelques mots, nous le décrire, nous l'expliquer? voilà, Dans- donc ouais. quand donc c'est un diamant, la créativité, c'est à différentes échelles, ok? Donc on peut voir la créativité d'une grande œuvre, de toute une vie. Pendant toute une vie, on se prépare, on transforme un peu les choses, et puis on a un éclair qui nous dit la voie qu'il faut suivre, et ensuite on va traduire ça dans l'œuvre d'une vie.
et on va le publier toute sa vie, quoi. Je veux dire que ce soit les artistes, les mathématiciennes ou, euh, ou n'importe quel artisan connaît bien ça. Mais en fait, c'est quelque chose d'un petit peu qui apparaît à toutes les échelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dois résoudre un petit problème. Eh bien, pour résoudre ce problème, il va falloir que je sois créatif. Il va falloir que j'observe le monde autour de moi, que je prépare les, les données de mon problème. Après, je me gratte le menton. Donc, un cube, ça fait référence ça fait référence aux génies qui sont sous le lit, vous voyez, ou qui sont dans le lit. Et donc, ça peut très bien, l'incubation, elle peut très bien se faire pendant des temps où on a l'impression de ne pas réfléchir. Mais quelque chose dans notre tête est en train de tourner de manière un peu inconsciente. C'est ça la période d'incubation. Puis, l'illumination, on a trouvé la clé la clé du petit problème qu'on avait devant nous. Et ensuite, cette idée qu'on a dans la tête, eh bien, on est créatif que quand on réussit à la partager, à la traduire. Ok. Et donc, nous, en mathématiques, on a ce langage vraiment très particulier qui permet de traduire notre et de vérifier si les phrases qu'on fait en mathématiques, eh bien, elles ont du sens. Bien sûr, dans un conte, ça va être différent. Cette traduction, ça va être, eh bien, on va l'écrire et puis on va le jouer et on va vérifier. La vérification aussi est complètement différente dans une preuve mathématique et dans un conte. On va le vérifier vis-à-vis d'un public, si le public il réagit, si il réussissent à se faire les images mentales qu'on avait en tête et de manière à pouvoir voir si le conte fonctionne, quoi. Mm. Et, euh, et ensuite, donc ça c'est la publication. Une fois qu'on a vérifié que ça marchait sur un petit public, alors on fait un grand spectacle, et c'est ça la publication. Et puis finalement, ça nous amène à faire une réflexion. Mais peut-être que tu en auras une autre interprétation, toi. Oui, moi je vois un parallèle à faire avec le travail que pourrait faire la conteuse ou le conteur. La préparation, ça pourrait être écouter une histoire, en lire, d'ailleurs souvent même pas une, souvent de nombreuses. Cette période d'incubation, ce serait toute cette recherche, cet apprentissage qui mûrit. On pourrait rajouter même dans la préparation tout ce qui est en relation avec le sensible, parce que le conte fait appel à la mémoire sensible, donc toute l'expérience. La mémoire sensible que l'on met en jeu et en relation avec l'histoire que l'on a entendue ou lue. Et puis petit à petit, l'histoire prend place en nous, elle prend vie en quelque sorte, c'est l'incubation, elle a de plus en plus sa cohérence et elle grandit jusqu'à peut-être une étape aussi d'illumination. Ah, c'est bon, j'ai avancé, j'y vois plus clair, j'ai trouvé des représentations qui collent à ce que je veux raconter. Waouh, c'est bon. Mais le travail n'est pas terminé, bien sûr. Dans toute cette étape, il faut de l'obstination, il faut de la motivation, il faut pas abandonner, il faut s'accrocher à son idée. Après l'illumination, reste le travail. On peut retrouver ça aussi dans l'écriture de mise en mots. Et non seulement mettre les mots, alors le conteur va choisir, va changer de mots au fil des moments et des contextes dans lesquels il va raconter, et puis organiser l'histoire. Et puis, évidemment, il n'y a pas la vérification dans un langage mathématique très strict, mais il y a la validation, comme tu disais, quoi, auprès d'un public qui, si là, peut-être que le critère, ce serait que si le public, les gens du public ont envie de raconter immédiatement ensuite l'histoire, et ben, sans doute que ça a marché, et ils pourront eux-mêmes, après, revenir à la phase de départ de préparation et à nouveau raconter l'histoire aux autres une fois qu'ils l'auront bien maîtrisée, bien connue, qu'elle aura fait des échos avec eux-mêmes. Et je trouve intéressante aussi cette flèche de la réflexion qui revient au début, parce qu'au fond, ça signifie pour moi qu'il faut rebâtir dans son esprit toutes les absences, parce que on voit bien que c'est une forme de diamant, à l'extrémité haute, c'est fin, donc il y a peu, et il faut reconstruire et rebâtir tout un monde qui est le monde intérieur. Donc, Tout à fait. Et donc, ce monde intérieur, c'est vrai que de manière générale, en mathématiques, particulièrement en France, avec mm. une tradition très bourbakiste, eh Mhm. bien, on est vraiment sur le bout de ce diamant, avec quelque chose qui peut être compris comme étant très aride, et en Mhm. oubliant que, en fait, tout ça, ça doit s'appuyer sur une préparation et une observation du monde et une Mm. mise
une mise dans la tête du monde, quoi, une création d'une image mentale de la situation. Alors, il faut que tu dises, quand tu dis bourbakiste, que c'est du coup une école mathématique très ancrée sur l'écrit. Ouais, donc Bourbaki, c'est une équipe de chercheurs français qui a vraiment modelé en particulier les mathématiques modernes. C'est eux qui sont à la base de la révolution des mathématiques modernes, qui sont très intéressants du point de vue des mathématiques, mais qui avaient une vision extrêmement sobre et sans chair, quoi, d'une certaine manière des mathématiques. Donc voilà, donc on est revenu beaucoup dessus. Euh, Ça a eu ça a eu un impact très important et dans les mathématiques et dans la manière dont les mathématiques sont perçues en France. Mm. Voilà, donc Mythes et Maths, ça participe à un retour à des mathématiques charnues, quoi, charnelles, voire, situées, qui passent par le corps, qui passent par les sens. Oui, avec des images et avec des sens, comme tu le disais. Et si on allait faire un tour dans notre bibliothèque de Ah comptes du voilà. projet, la question c'était de savoir, de discuter, de voir comment on a choisi les comptes, comment on a organisé cette bibliothèque de comptes. Et pour ça, on va vous montrer, Christian et moi, quelques images du site. Alors, euh, allons-y. Donc sur le site internet de Mitémat, vous avez, tout à l'heure j'en parlais, les trois axes du projet, les notions, la démarche et les compétences. Mais le cœur du projet lui-même, c'est la bibliothèque de contes. Donc on y accède ici, contes à dire et à écouter. Et vous avez environ 80 contes qui sont de différentes sortes de contes, qui sont principalement des contes qui s'ancrent dans la tradition orale, mais aussi quelques contes d'auteurs. Vous avez aussi des devinettes, des comptines, des énigmes, enfin toutes sortes de formats. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce système d'étiquettes. Vous voyez, donc comme je vous disais, les vertes, c'est les notions mathématiques. Par exemple, prenons le conte de Didon, qui raconte comment Didon a construit Carthage au bord de la Méditerranée à partir de la peau d'un taureau qu'elle a découpé en une fine lanière de manière à tracer la frontière de sa ville qui est devenue immense alors que le roi qui lui avait donné le taureau pensait la piéger en lui offrant une toute petite peau de taureau. Eh bien, on peut aller ici sur forme géométrique et puis tout de suite avoir une explication. Le cercle qui est est la forme qui maximise l'air pour un périmètre donné. On est invité donc à découvrir, donc ça c'est pour les notions de maths, ordre de grandeur, optimisation, mais on a aussi autour de ce compte des idées autour de la démarche mathématique. Au fond, dans ce conte, que ce, quelle métaphore ce conte propose pour mieux illustrer ce dont on venait de parler avec Christian, la démarche mathématique et ce qui fait le propre de la démarche mathématique. Vous avez ici la pensée créative, évidemment. Didon est surprenante. Elle voit quelque chose auquel personne n'aurait jamais pensé. Et ça, cet art de l'attention et de trouver une solution, c'est propre aux mathématiques. Donc voilà une manière d'illustrer quelque chose qui n'est pas toujours mis en avant dans les mathématiques, alors que ça fait le propre de l'activité mathématique. Et donc je ne vais pas vous détailler, bien sûr, toutes les étiquettes. Je vous encourage à explorer vous-même. Et j'insiste sur le fait que c'est un vrai outil d'exploration parce que vous pouvez cliquer ici, par exemple, sur Pensée créative, si vous le souhaitez et vous aurez tous les contes auxquels on a associé l'idée de la pensée créative en tant que démarche mathématique et aller regarder les commentaires, lire les histoires, les explorer pour que vous voyez un peu l'exemple d'une histoire. Alors si vous souhaitez garder en favori une histoire, vous cliquez sur l'étoile ici et vous pourrez retrouver vos favoris en haut à gauche sur le menu. Vous pouvez ouvrir La Ruse de Didon. Vous avez l'histoire, vous pouvez l'explorer en PDF, ou plutôt l'imprimer en PDF en cliquant sur le bouton PDF. Et enfin, dernière chose utile à vous montrer, vous avez donc bien entendu l'histoire et le lien vers une fiche math qui est associée à ce compte. Je clique.
Et on tombe sur une fiche notion mathématique avec le résumé du compte. Inutile de reprendre l'histoire intégrale puisqu'elle est présente dans la bibliothèque. On se retrouve maintenant dans la rubrique notion mathématique et nous avons... alors là, l'histoire ne sert pas de prétexte pour la notion mathématique, c'est plutôt une notion mathématique. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous en parles, Christian, la manière dont vous avez travaillé justement à partir des comptes, comment avez-vous articulé les idées mathématiques à partir des comptes? Alors donc c'est vrai que la liaison entre les comptes et les mathématiques se fait à différents niveaux. Donc Mhm. au niveau du contenu ou au niveau des stratégies. Donc ou au niveau même des compétences un peu transverses qui sont travaillées à l'intérieur des comptes. Donc Oui, on a pris voilà des compétences cognitives, sociales et langagières qui sont convoquées et dont on a besoin pour faire des maths. Euh, mais donc sur les contenus, eh bien, on, on a pris les programmes et puis on a essayé d'illustrer différentes notions qui sont travaillées. Donc en particulier pour les petites classes, Laurence chez nous en particulier a collecté des comptines à doigts qui sont vraiment importantes pour construire la notion de collection et énumérer une collection, avoir une collection de références sur laquelle on peut s'appuyer pour voir par comparaison avec cette collection canonique, eh bien, apprendre à compter. Voilà, donc là ici, la petite poule rousse, ça c'est de la logique avec une séquence, un peu comme une recette, quoi, une recette de cuisine, mais aussi, eh bien, les différents participants à la recette, aucun n'a participé à la recette, donc personne n'a eu le gâteau, sauf la poule rousse. Voilà, donc là une petite, c'était une illustration du fait que euh, le contraire de ne pas planter, ne pas arroser, ne pas couper, ne pas moudre, ne pas, etc. Eh bien, il aurait fallu, pour pouvoir avoir le gâteau, il aurait fallu soit planter, soit arroser, soit couper, soit moudre. Donc, la négation d'un et, ça devient des ou. Voilà. oui, Donc, c'est une notion, par exemple, qui est illustrée dans ce conte-là. Mais donc, on a réfléchi pour les contenus sur les programmes. On a pris les programmes et on a essayé d'illustrer, de trouver des contes qui illustraient les grands éléments du programme, que ce soit au travers d'une initiation aux probabilités, par exemple, donc faire qu'il y ait qu'il y ait des événements qui sont aléatoires, dont on ne connaisse pas l'issue, et que quand il y a deux issues à un événement, ces deux issues ne sont pas forcément équiprobables. C'est pas parce qu'il y a deux issues que pour autant c'est 50-50. Voilà, mhm, par exemple. L'œil d'Horus, c'est sur les dénombrements et les moitiés, les quarts, les huitièmes, voilà, donc autour des fractions, donc des fractions ici, des fractions binaires, avec ici quelque chose qui est plus de l'ordre du coloriage, des, euh, des, du, euh, des représentations. Il y a de l'image en tout cas, hein? ouais, il y a de l'image, mais L'image. c'est un bricolage, quoi, d'une certaine manière. Voilà, Mhm. on peut faire il y a un bricolage. C'est pas forcément à comprendre exactement tout ce qui s'y passe, mais bon, Mhm. comprendre que on peut utiliser, comme les Égyptiens, des inverses d'entiers des sommes d'inverses d'entiers pour compter Ouais. des quantités. Mhm. Voilà, bon. Finalement, à la fois dans le conte et puis dans l'exercice à faire, on nourrit l'imaginaire de l'élève. On lui apporte, on propose des représentations qui vont permettre d'accéder à l'abstraction plus tard sans brûler les étapes. Est-ce il y a quelque chose comme ça de progressif dans cette approche? Oui, de progressif, mais d'un autre côté, Mm. on s'autorise aussi.
justement à brûler les étapes, c'est-à-dire à faire exister des mathématiques qu'on n'enseigne pas, Oui, mais qui permettent d'être identifiées, de donner des idées pour plus tard, quoi. Donc, par exemple, on n'enseigne pas, en particulier au primaire, la notion d'infiniment petit, par exemple. Et oui, pourtant, ben, on en a parlé dans plusieurs contes. oui. Euh, mais parce que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et Mhm. donc là, on fait une première passe d'une certaine manière pour faire exister cette notion du fait qu'on peut aller de plus en plus petit à plus en plus petit, etc., sans parler de limites ou de suites géométriques ou de choses compliquées comme ça. Tu Oui, vois? Donc, oui, mais on fait l'enfant, autoriser aussi des choses qui sont hors programme, ouais. simplement parce que ce sont des notions mathématiques intéressantes, mais Mhm. qui sont pas pour autant pas enseignées en tant que telles. Il y a ça aussi, Ouais, 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 quelques-unes. ouais. Alors parlons, pour continuer nos parallèles entre les mathématiques et les contes, parlons aussi du côté fiction des contes, du côté Il était une fois. Mhm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire entre le Il était une fois du conte et les hypothèses que fait le mathématicien ou l'élève quand il se lance dans soit, on dirait que soit un cercle qui croise une droite, etc. C'est sûr qu'il y a, comme dans les contes, il y a des ouvertures assez classiques aux preuves et des fermetures aussi. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors bon, maintenant on fait quelque chose de plus woke, mais bon, c'est ça l'idée quand même, c'est-à-dire que ça conclut l'histoire. On se retrouve, notre monde, ben, il a retrouvé sa stabilité. Hein. Donc il y avait une certaine stabilité. Ensuite, il y a eu des péripéties qui sont arrivées et puis finalement on réussit à retrouver une stabilité. En mathématiques, c'est un peu pareil dans une preuve. Donc on pose des hypothèses. Mhm. Il faut qu'on croit dans ces hypothèses-là. Hein. Comme dans le conte, on peut très avoir des grenouilles qui parlent. Eh bien, en mathématiques, il faut quand même aussi être d'accord avec les hypothèses de base. Mhm. Parfois, chez les enfants, il y a des enfants qui disent je ne comprends pas quand on explique des mathématiques, c'est simplement qu'ils sont pas d'accord avec les hypothèses de base que la preuve mathématique requiert. Tout Mhm. comme bah, ils sont pas rentrés dans l'histoire, quoi, d'une certaine manière. Ok. Mhm. Donc se retenir de ne pas croire, comment est-ce qu'on dit déjà, l'incrédulité. euh, il y a un mot comme ça, je me souviens plus comment est-ce qu'on dit. Le fait La, su- la suspension de l'incrédulité. Merci bien. La Paul Rich. suspension de l'incrédulité qu'on peut avoir dans les contes, ok, Mhm. les grenouilles elles parlent, et bien il faut quand même aussi l'avoir en mathématiques, c'est-à-dire ok, je comprends pas tout, mais ça je laisse de côté. Ok, Mhm. donc c'est le cercle de centre haut et de rayon 3, d'accord, ok, je vais pas le remettre en question, ok, j'y vais, et avec ça bah, je construis mon histoire. Et donc bah, on va avoir des grands barbus grecs qui vont intervenir, qui vont utiliser des résultats. Alors, ça sera pas abracadabra, comme dans un Mhm. conte qui fera ouvrir la porte ou je ne sais quoi. Ce sera ben, le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore qui sont des résultats qui vont transformer ce qu'on connaît sur le monde et qui vont transformer, ben voilà, donc on savait pas ça, maintenant on le sait parce qu'on a invoqué le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore ou je ne sais quoi. Et donc, et on va être donc aidé par ces différents ajouts. Alors ces ajouts qui se passent dans le bon ordre aussi, hein, il faut faire attention, c'est comme une recette de cuisine, quoi. On va casser les œufs et puis ensuite on va les monter en neige. Mais ouais, bah, il aura fallu séparer le jaune des blancs hein, avant ça. Sinon ça va pas monter en neige. Bah, c'est un petit peu pareil en mathématiques. Si on met pas les bonnes hypothèses dans le bon ordre, ben, le théorème il va pas fonctionner quoi. Oui. Et donc, on a ce genre de choses qui font que on peut utiliser le langage aussi bien dans la fiction que dans l'épreuve. Il y a quand même des corrélations. En particulier, on a une certaine performativité du langage, ok? Aussi bien dans les contes qu'en dans les maths. Donc,
dans les contes, on a un mentir vrai, quoi, qui fait que ce détour par la fiction nous permet d'atteindre des vérités humaines. Eh bien, dans les mathématiques, on a aussi cette performativité du langage qui nous permettent d'attraper des choses simplement en les nommant, en parlant. Donc, par exemple, on peut, moi j'ai coutume de dire que faire des mathématiques, c'est dompter des monstres. Ok, c'est dompter des monstres. On va les attraper par le langage. On va les décrire et on dit tout ce qu'on sait sur les monstres. Et ben, ce monstre, finalement, en disant tout ce qu'on sait dessus, eh bien, on va peut-être pouvoir finalement le définir. Donc, j'avais Alors, je préparé un crois que petit tu as un truc. monstre. Je crois que tu as un monstre Voilà. à Donc, j'ai montrer. un monstre là. Ok. Ce monstre, c'est un plus un sur un plus un sur un plus et puis et trois petits points comme ça. Oh là 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 là, ça c'est vraiment monstrueux quoi, je veux dire. Et donc est-ce qu'on peut apprivoiser ce monstre-là? Eh ben, vous voyez que si jamais je repère que là, à l'intérieur de mon monstre, j'ai mon monstre lui-même. Vas-y. Donc ça, là, plus loin. Voilà, donc ça c'est le même en fait. Et donc bah finalement, une fois que j'ai écrit ça, et ben vas-y, plus loin. Et ben donc ça me permet de dire que le monstre, et ben vas-y plus loin, il est égal à un plus un sur le monstre. Ok, parce que j'ai vu qu'il y avait le monstre qui apparaissait lui-même. Alors après, il y a d'autres techniques qui me permettent de dire, bah alors dans ce cas-là, mon monstre, eh ben, il existe. Je peux dire qu'il existe. Et ça vaut. Voilà, le suivant. Hop là. Ah, ça n'a pas marché, le suivant. Un plus racine de 5 sur 2. Ok. Et donc, bref, peu importe, c'est pas très grave. Donc, c'est le nombre d'or. Un plus racine de 5 sur 2. Voilà. Et donc, j'ai dompté mon monstre. J'ai réussi à dire des choses Et oui. sur cette chose-là. Et des fois, il y a des choses qui ressemblent à ça un petit peu. Dans dans les contes. Voilà, donc Et ce oui. fait qu'on a un langage un peu symbolique et qui nous permet une certaine abstraction et de construire des récits de plus en plus complexes qui nous permettent d'avoir une représentation un peu s'appuyant presque sur l'essence, hein, parce que là, il a fallu que je vois le fait qu'il y avait la même formule qui apparaissait et donc identifier que ce monstre, eh ben, il avait une autoréférence d'une certaine manière. Alors bon, l'essence en mathématiques ou en sciences de manière générale, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie vraiment. Donc par exemple, Galilée, vraiment, qui nous a fait entrer de plein pied dans la science moderne, eh bien, il a découvert le mouvement uniformément accéléré, et pour ça, eh ben, il s'est appuyé sur... Donc on n'avait pas de chronomètre à l'époque, hein, et donc, il ne pouvait pas chronométrer très finement l'avancée d'un boulet sur un point incliné. Il a mis des petites clochettes sur son chemin, sur le chemin de la boule. Et donc, sans déranger la boule, ça faisait teinter des clochettes. Et il les a placées de manière à ce que ça fasse ding, 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 ding. Parce qu'on a un sens très, très, très précis qui est le sens du rythme dans l'oreille. Et donc, il s'est appuyé sur ce sens du rythme pour pouvoir, en fait, numériser le monde. Donc, voilà, donc c'est s'appuyer sur, considérer que les maths et les sciences, de manière générale, c'est situé, ça se fait avec le corps, ben, on l'oublie un petit peu trop souvent. Voilà, donc, réussir à se mettre le monde dans sa tête, eh bien, ça passe aussi par le corps. Et Voilà. oui. Et oui. Alors le temps file, le temps file. Donc nous devons bientôt arriver à notre destination. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi les questions dans ce genre C'est sûr. d'échange. Bon, je propose que pour laisser assez de temps pour les questions, on évoque, on avait pensé avec Christian évoquer un petit peu encore un autre parallèle avec, entre comptes et maths qui était celui du petit poucet. Est-ce que tu veux en dire vraiment deux Ouais, mots? Ouais. c'est une métaphore d'un collègue et ami qui s'appelle Pierre Gallet, qui est un mathématicien et artiste, et donc qui disait que pour lui faire des maths, sa manière de faire des maths ressemble à celle du petit poucet, parce que le petit poucet, ben en fait, il sème des cailloux.
Pourquoi? Ben, pour retrouver son chemin. Et nous, en mathématiques, eh bien, on sème des cailloux, donc cailloux, et ça vient aussi de calculi, vous savez, hein, les calculs, ou les calculs rénaux, on connaît ça, c'est des petits cailloux, et donc nos petits cailloux et nous, c'est des calculs. Et donc, Mhm. on écrit ligne par ligne tout ce qui se passe, même si c'est très très facile de passer d'une ligne à la suivante, ben, on l'écrit quand même, parce que si jamais on s'est trompé, on pourra remonter en arrière et trouver par où il faut passer pour aller plus vite si on passe par le même chemin ou trouver l'erreur si jamais on doit rebrousser son chemin. Voilà. Donc, Eh oui. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler, enfin, on pourrait continuer en fait à donner tellement d'exemples, et c'est d'une richesse immense, et c'est aussi le plaisir de faire ce projet. C'est un vrai projet de recherche. C'est comme si le projet lui-même faisait appel à la créativité que l'on essaye de mettre en exergue dans la démarche mathématique et dans les comptes eux-mêmes. Et donc, je vous propose d'aller vous balader sur les petites étiquettes roses pour faire écho à la démarche mathématique dans la bibliothèque de compte, ou d'aller regarder aussi toute la partie démarche mathématique. On a très peu parlé de la partie orange qui sont les ateliers, mais ça fera l'objet d'un autre webinaire. Mais évidemment, allez regarder parce que ça met beaucoup en œuvre tout ce que dit Christian autour de la sensibilité, de l'attention, du rapport au monde, qui sont si importants aujourd'hui et parfois eh bien, mis en danger, puisqu'on parle même d'une crise de la sensibilité, comme le fait Baptiste Morisot, et c'est quelque chose de très important. Alors on va conclure rapidement en deux temps. D'abord, Christian, qu'est-ce que tu pourrais euh, penser comme impact pour les enseignants à partir de ce type de méthode? Quel pourrait être l'impact? Voilà. bah, tout d'abord, réconcilier les enseignants avec une approche sensible des mathématiques, Mm. et puis comprendre aussi qu'il y a un continuum entre le langage ordinaire qui fait de nous les, euh, les prédateurs suprêmes, quoi, voilà. Donc, et du langage ordinaire jusqu'au langage symbolique des mathématiques. Il y a vraiment un continuum et on l'oublie souvent. Qu'on trouve le langage symbolique qu'on trouve aussi dans les contes, hein. Ouais. Voilà. Donc, faut aussi se rendre compte que l'écrit, c'est un aide-mémoire. Ça permet d'externaliser sa pensée. Ça, c'est quelque chose qui intervient aussi bien dans le conte que dans les maths. On peut pas avoir. Enfin, un conte, ça s'écrit quand même. Alors bien sûr, ça se met dans la tête, mais les maths, c'est pareil. Ça s'écrit, ça se met dans la tête. Euh, et donc, travailler les images mentales, c'est vraiment absolument important aussi bien dans les contes pour comprendre un conte bien entendu pour être capable de le dire, ok? Et donc pour ça, il faut s'éduquer le regard. Faut pouvoir comprendre le monde autour de soi et pouvoir travailler des images mentales euh, et, euh, pour réussir à se mettre des abstractions dans la tête, des représentations mentales du monde. Et les maths, c'est pas seulement un outil de tri scolaire, c'est aussi une pratique incorporée qui se vit. Euh, euh, on peut aussi voir les mathématiques comme un pan de notre culture. Bien entendu, les contes traditionnels font partie de notre culture. Bien, les maths aussi font partie de notre culture. Les contes et les maths sont des écoles égalitaires, quoi. Je veux dire, tout le monde est capable de faire des maths, tout le monde est capable de comprendre une histoire et de prendre plaisir à la raconter et à la manipuler. Eh bien, je trouve que c'est une super conclusion. Je voulais vous montrer encore juste deux ou trois images autour de notre projet. C'est là, on voulait vous parler du conte du partage des 17 chameaux que vous pourrez lire dans la bibliothèque de contes. C'était à Guadalajara quand l'équipe a raconté lors du festival ce conte-là, qui a un propos mathématique très, très fort. Et puis, on avait enfin juste petit clin d'œil. Alors, est-ce que tu pourrais faire le petit clin d'œil à ce diagramme qui a été fait par un mathématicien? Quelle était sa vision des maths, Christian? Donc Sir Penrose, et il a vous connaissez peut-être le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. Et donc là c'est un petit peu ça. On a
le monde physique, le monde normal, dans lequel on manipule les choses, ok? Et ça, quand on manipule et qu'on agit sur le monde physique, eh bien, on se fait une représentation mentale au travers de nos sens de ce monde physique. Et ce monde mental, en fait, il a une certaine relation avec un monde abstrait qui est quand même partagé avec tout le monde, qui a sa propre logique, qui est le monde mathématique. Alors bon, pour les platoniciens, c'est lui qui existe vraiment. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tranché. Moi, personnellement, je suis pas platonicien, je suis plutôt réaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment un langage qui nous permet de comprendre le monde. Mais bon, voilà, dans le monde de Penrose, le monde des mathématiques existe en tant que tel, et il a une incroyable efficacité. Une efficacité déraisonnable d'une certaine manière parce que il nous permet d'agir lui-même sur le monde physique, de prédire que avec du gallium, on va réussir à faire des transistors qui vont nous permettre de faire les baguettes magiques qu'on a tous dans notre poche. Voilà. Tout ça grâce à des propriétés mathématiques qui finalement s'incarnent dans le monde physique de manière presque déraisonnable. Voilà. Et donc, qui est finalement un, un triptyque comme ça. Voilà. C'est ça le monde de Penrose. Et pour moi, ça me parle puisque je me dis que dans ce projet Mythes et Maths, on fait travailler évidemment la sphère de gauche, là, qui est si importante, ce monde mental dans lequel on a besoin de pouvoir se créer des représentations. Sur le diagramme, d'ailleurs, on voit bien que le monde mental, sans monde mental, il n'y a pas de monde mathématique, donc on ne peut pas l'atteindre en direct du monde physique. Il y a évidemment cette étape, et c'est ça qu'on veut faire dans le projet, faire travailler entre le sensible et les mondes Ouais. imaginaires, faire rêver, imaginer, euh, mais ça se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique, Voilà. ça se répète, ça s'entraîne. Ça se fait dans le plaisir. Parfois, on peut aussi éprouver des difficultés, bien sûr. Ah, Et c'est bien sûr. tout ça qui fait la richesse de de cette activité des maths. Voilà. C'est sûr que s'il n'y a pas d'effort, le plaisir il est moindre hein, quand même. Hein. Mm. Je voudrais quand même aussi pointer hein, pour finir qu'il y a quand même des validations qui sont très très différentes. Hein, tu vois, là ici le monde mathématique platonicien, la sphère qui le représente, elle est absolument pure. Ok. Et donc dans le monde des mathématiques, c'est vrai que c'est un monde universel dans lequel on a un langage tout à fait particulier, dans lequel on peut pas dire des carabistouilles, quoi. Hein, ok, il n'y a pas de fake news dans Mm. le monde des mathématiques. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est différent du langage courant dans lequel on peut certes mentir vrai, mais mentir, quoi. Et donc, voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont différentes dans la preuve formelle mathématique et puis la validation dans un certain contexte culturel d'un conte. Et ce que je dirais, c'est que peut-être les contes, on pourrait se dire que ce qu'ils ont de vrai, c'est ce qui touche vraiment à l'humanité, les grandes questions, et que les contes sont culturels, sont créés dans des sociétés qui ne fonctionnent pas toutes pareilles, mais ils disent des choses, ils parlent de sujets qui sont universels et humains, la naissance, la mort, les étapes de la vie, la rencontre de l'autre, et que ça, c'est quand même un invariant des contes et c'est ce qui est passionnant à explorer aussi avec les contes. Bah, je pense qu'il faut, c'est le moment d'échanger, que les gens n'attendent pas trop et qu'on ouvre la conversation. Alors, je propose que, au moment où on ouvre cette conversation, moi, ça serait sympa les uns et les autres, si vous voulez bien activer votre caméra, ce que je fais également. Et puis, on avait fait sur la première session un relais. Il y a des questions qui seront posées via l'oral en utilisant la main levée, mais vous pouvez également utiliser le chat pour poser vos questions ou faire vos commentaires. Nous en avons trop dit, visiblement. Des questions, je sais pas, sur le site, sur la méthode, sur les enseignes, sur l'utilisation des ressources, sur... euh,
C'est chouette les questions. Moi, j'ai une question alors. Voilà. Bonsoir. Donc, moi, je suis Léa. Je suis enseignante, conteuse et formatrice. Et je suis ravie de vous avoir trouvé ce soir. Merci, Christian. Ma question est, donc, j'ai entendu que le projet allait jusqu'à mars 2026. Et quel est l'aboutissement du projet en mars 2026? Parce que moi, je viens de débarquer. Je ne sais pas grand-chose sur le projet. Oui, alors ça, je vais répondre. Le projet le projet fait l'objet d'un financement Erasmus Plus européen et ce financement va jusqu'à mars 2026. Mais bien OK. entendu, c'est un peu la cuisine interne. Le projet continuera largement après, de la même manière que le projet Seeds of Tellers qu'on a coordonné il y a quelques années continue Mhm. de vivre. Et j'espère qu'après la fin du financement, il y aura des participations actives d'enseignants autour du projet, bien sûr. Et donc, concrètement, comment ça se traduit, est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, des participations d'enseignants, c'est-à-dire comment on peut contribuer au projet? Bien, vous pouvez vous nous écrivez, vous rentrez en relation avec l'équipe. Vous pouvez vous emparer des ressources du projet à différents niveaux. Les notions mathématiques, c'est quelque chose qui est assez facile d'accès parce que si vous souhaitez utiliser un compte ponctuellement pour illustrer, pour accompagner une notion mathématique, vous pouvez lire l'histoire ou la raconter dans votre classe et tester, et ensuite peut-être y prendre goût et essayer avec d'autres notions mathématiques. Vous avez aussi tous les exercices mythes et maths, dans la Hmm. partie verte. Vous pouvez mettre en place les ateliers dans vos propres classes. Ça, ce peuvent être des actions assez ponctuelles. Si vous voulez vous engager plus, il y a... vous pouvez faire appel à des compteurs, en fait, et, en faisant venir des compteurs dans votre école, placer toute l'année scolaire, éventuellement, sous le signe du compte et utiliser les ateliers qu'il y a dans la rubrique orange du site, qui sont des ateliers euh, autour des compétences que l'on développe, que l'on a envie de faire développer par les élèves et qui vont les aider plus tard à faire des mathématiques, puisque ce sont des compétences communes entre maths et comptes. Donc il y a plusieurs façons d'aborder le projet, mais n'hésitez pas à nous contacter, je crois. Oui, oui, je vais vous contacter parce que j'ai encore 1 milliard de questions et donc il n'y aura pas le temps là. Merci. Mais il ne faut pas hésiter à les poser, je crois. Oui, non, mais ça Il y a part eu dans tous les Lacoste. sens dans ma tête. Très bien, merci. Il y a eu Lacoste qui Merci. parle des lois de la physique. Bah là, on est plus sur les maths. C'est vrai que on parle des sciences de manière générale, mais euh, voilà, on s'est plus focalisé sur les maths. Mais oui, donc c'est le récit, faire ce parallèle entre le récit d'un conte et puis la construction d'une histoire mathématique. Ouais. Mais certes, ça peut s'appliquer à d'autres sciences. Ah oui, oui, ça s'applique dans toutes les matières parce que c'est ce que je fais en classe et c'est ce que je fais en formation, mais je suis tellement contente de vous trouver parce que j'avais l'impression d'être un peu la folle dingue de l'école. Moi aussi. Et ben, le plaisir est partagé. Merci. Myriam, vous avez votre ou Delphine, allez-y. Oui, bonjour. Moi, je vous écris, je vous parle depuis le Québec. J'étais enseignante en France et maintenant je suis conteuse au Québec. Merci vraiment. J'ai une question. Est-ce qu'il va faire l'objet d'un projet de recherche dans le sens où est-ce que vous allez publier sur les impacts réels de l'utilisation du compte par rapport aux apprentissages des élèves? Est-ce que des sortes d'évaluations, je sais pas, vont être faites auprès des élèves pour mesurer l'impact du compte dans leur apprentissage des mathématiques. Ce serait vraiment super chouette de le faire. Mais franchement, on a vraiment et tellement travaillé déjà pour sélectionner les comptes, les étiqueter, etc. Et puis, avec Laurence, Alain et tout ce monde-là, là, que, en fait, on n'a pas eu le temps de faire ces choses-là. Et puis, le projet est en fait très, très court, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être ça sera l'occasion de développer un autre projet ultérieurement.
Ceci dit, on a développé des questionnaires qui peuvent être adressés aux écoles qui s'approprient le projet, qui se lancent dans le projet. Et très volontiers, très très volontiers, on partagera ces questionnaires pour avoir un retour, pour évidemment évaluer si ça fonctionne, bien entendu, mais aussi éventuellement améliorer. Et puis de toute façon, c'est du long terme. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2026, mais forcément, c'est une réflexion qui va nous suivre dans les années à venir, toutes celles-ci, autour du sensible, des mondes imaginaires, de liens entre récit et maths, etc. Enfin, voilà. Et en Merci. tout cas, si vous avez des idées de méthodologie, etc., pour poser ça sur des bases scientifiques, vous êtes la bienvenue. On peut faire équipe. C'est vrai que maintenant qu'on a du matériel, c'est, mais établir simplement le matériel, c'est déjà beaucoup de boulot. Voilà. Et j'en profite juste, est-ce que vous pensez l'étendre plus loin que dans les zones où vous avez déjà travaillé, par exemple au Québec? Oh ben oui, on pourrait. On pourrait diffuser ce projet au Québec. Oui, oui, bien sûr, francophone. Donc ça simplifie les choses. C'est vrai que le projet a été d'abord bâti en français, traduit en anglais, en bulgare et en espagnol, mais bon, il n'y a pas de frontière géographique là. Ok, il n'y a plus de questions. Eh bien, merci encore à toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Et j'espère on- que va y avoir de l'incubation et que va y avoir de nouvelles questions qui vont surgir et que vous allez trouver sur notre site plein de belles trouvailles et que vous allez vous les approprier. Moi, personnellement, j'aime bien le mot approprier, rendre à soi et les investir et les faire vivre dans vos classes. Au revoir à toutes et tous. Merci, merci beaucoup Christian. Merci à tous d'être au rendez-vous et à bientôt pour le troisième webinaire. À Merci suivre. beaucoup. Et merci Marie-Odile Elkoa pour l'accueil. À bientôt. À bientôt.